Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Monsieur Messi, vous dites que l'Afrique n'est pas autonome. Oui. 50, 60, 52 ans après les indépendances. Écoutez, vous voyez, nos États africains ont tous des accords commerciaux qui existent, qui sont documentés. Est-ce que vous pouvez lancer un coup d'œil? Ces accords commerciaux sont à 100% contre-productifs pour nos États. Je prends un exemple d'un produit comme le bauxite. Mais c'est une matière mondialement recherchée. Et on peut compter le nombre de pays producteurs de cette matière. Et ces pays... En Afrique, la Guinée. Voilà. Et ces pays sont les plus pauvres. Donc ça veut dire que cette matière n'est pas mise comme utilité publique pour ces pays. Il y a un contraste. Et aujourd'hui, il est quand même très clair de voir que voilà des secteurs où nous pouvons reprendre notre autonomie. On doit changer l'environnement juridique, réglementaire. Je pense d'abord que ça c'est l'accompagnement politique veille à ce que qu'il y ait des lois qui autonomisent, c'est-à-dire qui rendent autonomes ces pays propriétaires de leurs propres produits. Ça, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez les accords commerciaux, nos produits ne nous appartiennent pas. Nous vivons des subventions de nos propres produits, ce qui est contrastant. Or, il est quand même temps que ces points-là puissent être évoqués aujourd'hui. Se dit, ben, nous avons de l'arachide. Notre arachide est la meilleure consommée dans tous les tables. Alors, il faudra que nous définissions une politique nationale de nos produits. Il faudra qu'on définisse une politique nationale de nos produits, mais est-ce que les infrastructures nécessaires existent? Je pense que l'infrastructure existera à partir du moment où nous aurons une prise de conscience. Lorsque vous avez une prise de conscience que vous avez un pouvoir sur un produit, cette prise de conscience, vous allez définir un cadre de fonctionnement par rapport à ce produit. Nous allons définir un cadre de fonctionnement par rapport à nos ressources. Et ce cadre nous permettra de savoir quels sont ceux qui viennent demander nos produits et nous allons les transformer, nous allons les revendre nos produits et cela va constituer à produire d'autres choses qui nous seront utiles. La plupart de nos produits sont arrachés à l'état brut et nous ne savons même pas l'utilité qui est en effet. Le retour, c'est qu'on nous les vend encore très cher. Et cela n'est pas budgétisé. Aujourd'hui, il est quand même normal, lorsqu'on veut parler de l'industrialisation de l'Afrique, de prendre secteur par secteur. Dans le domaine de l'énergie, pardon, nous avons le gaz qui est propre à nous. Ce gaz, si les politiques de transmission de savoir mettaient l'accent pour dire la transformation du gaz au Togo, mécanisme. Les petits-enfants très tôt savent que à travers un compost, à travers des bioproduits, je peux obtenir des gaz. Tout cela va constituer tôt ou tard à commencer à produire. Lorsque vous produisez, vous développez de l'industrialisation. Peut-on désigner comme obstacle institutionnel correspondant à l'absence de contre-pouvoir pouvant freiner les abus de pouvoir de l'exécutif omnipotent? Oui, vous savez, les pays anglophones ont compris cette formule et c'est pourquoi aujourd'hui, leur politique de développement, leur politique nationaux valorisent d'abord leurs propres ressources. Les pays anglophones ne sont pas tributaires comme les pays francophones. Dans ces pays, je peux dire, l'entrepreneuriat est encouragé et ayant comme ressources les ressources
nationaux dans des pays francophones, cela c'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, je peux dire, le contraire c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat n'est pas soutenu. Et nos produits subissent, je peux dire, une imposition. Je crois qu'on comprend de jour en jour. Voilà, c'est à ce stade, c'est pourquoi j'ai dit au départ, l'éveil est là. Et vous avez vu sur le plan global, il y a un changement de langage. On impose aux multinationales qui viennent s'implanter en Afrique de mettre en place des structures de formation. Parce que lorsque ces multinationales s'en vont, il n'y aura plus de coquilles qui restent. Il faut que l'intelligence reste. Il faut que le savoir-faire reste. Avant, ces multinationaux, quand ils venaient, lorsqu'ils partent, ils partent avec tout. Et ça nous laissait toujours dans notre état, dans notre niveau inférieur. Aujourd'hui, le langage a changé. Vous avez entendu tout récemment, les gens préconisent que voilà, les échanges soient axés avec la formation pour permettre aux pays bénéficiaires d'avoir une ressource productive et qui va rester lorsque la multinationale va partir. Et dans certains pays où l'agriculture est la principale source d'emploi, peut-on penser aussi à l'industrialisation? Ben, effectivement, c'est même le poumon aujourd'hui de l'industrialisation. Lié à l'agriculture, l'agriculture c'est un secteur productif et tout secteur qui est productif génère ou bien crée d'autres sous-secteurs. L'Afrique, c'est le poumon de l'agriculture pour le monde entier. Et il est de bon ton qu'aujourd'hui, lorsque la papaye africaine vient d'être transformée en jus, que cela soit l'apanage d'un Africain, que cela soit une initiative. Vous savez, je vous donne un exemple. Nous avons les jus de bissap. C'est le meilleur jus, les jus de pamplemousse, de citron. Qu'est-ce qui manque à cette bonne dame de mettre en bouteille son jus? La bouteille. De mettre en bouteille ce jus. C'est la bouteille qui lui manque. Voilà, déjà c'est la bouteille. Et aussi pouvoir avoir une certaine de masse productivité. Vous voyez, la maman, elle le fait dans sa petite marmite. Hein? Or, aujourd'hui, nous avons des citernes, comme les citernes de pétrole. À partir du moment où la maman sera formée, on lui fait savoir que non, maman, le soudeur peut te former un gallon où, au lieu de faire tes 250 millilitres, aujourd'hui tu peux faire, maman, 1000 litres. Mais vous pensez que cet élan-là ne va pas apporter d'autres sources de productivité? Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que le Nigeria a compris. Le Nigeria est producteur à 100% de leurs choses, jusqu'aux médicaments. Vous voyez? Parce que l'herbe du Nigeria, c'est ça qui fabrique la quinine. Vous voyez? Nous avons tout ce savoir. Et simplement, il faut que cela soit soutenu par des meilleurs programmes de formation, par une luminosité dans des questions politiques. Donc c'est l'approche qu'il faut adopter? Oui, je pense que cette approche aujourd'hui est nécessaire parce que, vous savez, les plans politiques tels que définis par la colonisation ont tous échoué et nous ont rendu stagnants. Aujourd'hui, vous qui êtes là, vous auto-estimez que vous avez des atouts, de la compétence, de la qualification, et je suis sûr que le même discours qu'un journaliste de CNN, c'est le même que vous tenez parce que vos sujets sont poignants, vos sujets sont édifiants. Et vos actions contribuent à nourrir le monde entier, la population, des idées nouvelles. Il y a un accompagnement consécutif qui est fait à travers votre thématique, vos actions. Un jeune qui suit un enfant, il gagne quelque chose, met en place. Donc il faut que notre société soit en émulation. Et cette émulation va tous aboutir à un phénomène de
productivité qui va nous permettre de développer des autonomies et plus tard être un pays industrialisé. Je vous pose encore la question, qui reste devant et qui suit? De qui va émaner cette transformation? Oui, vous voyez, comme nous sommes dans un cadre juridique et politique, je pense que chacun va jouer son rôle. Le cadre juridique doit tout faire pour mettre en avant les acquis ou bien les ressources que nos nations ont. Le cadre juridique doit les protéger. Vous voyez, c'est absurde qu'un chercheur africain soit honoré en Australie pour des services rendus en Afrique. Ouais, ces gens, j'apprécie ce prix, j'apprécie cette grandeur qu'on me donne, mais je me dis j'aurais aimé qu'on honore contribuer à l'industrialisation de l'Afrique aussi. Voilà. Tout ça là, c'est parce que le cadre juridique n'accompagne pas, et il y a ce vide là, les autres nous arrachent pour les bienfaits que nous faisons. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait un cadre juridique qui protège tout ça. Donc, est-ce que les pays africains peuvent-ils parvenir au développement durable sans une transformation structurelle de leur économie? Non, je ne pense pas. Je pense que systématiquement, un développement durable amène à un changement qui est aussi axé sur la durabilité. Un développement durable amène des procédures innovatrices qui permettent à ce que la société puisse changer ce qui n'était pas bien. Un développement durable amène à ce que nous ayons des programmes de formation qui ne pensent qu'à la transformation de nos produits. Et tout cela doit être couvert par un cadre juridique qui l'accompagne et qui permette à ce que les idées qui sont nées, les volontés qui sont mises en place puissent générer quelque chose de bien. Ne faut-il pas aussi penser à améliorer les infrastructures de base? Oui, tout cela viendra si nous produisons. Si une route, c'est du bitume. Nous avons du bitume chez nous. Nous avons tout chez nous. Mais lorsque nous ne sommes pas producteurs, alors nous ne pouvons pas aller vers des transformations parce que une production, un phénomène de production, c'est comme une flèche. On quitte d'un point à un autre. Ça veut dire, lorsque nous produisons, il y a une transformation qui s'opère. Et de la transformation, nous devenons créateurs. À ce niveau-là, nous ne pouvons que se dire, mais nous ne sommes pas encore à l'étape de la transformation. Par ricochet, la création a une entorse. Il faut que nous transformions. Il faut que nous-mêmes, nous transformions même nos idées. Nos idées, c'est des âmes. Il faut que cela puisse être transformé. Lorsque c'est transformé, ça va produire quelque chose, et de cette chose va être bâti quelque chose de durable. Mais pour transformer, on aura besoin de l'eau, de l'électricité. Oui. C'est là qu'interviennent les infrastructures de... Ça, c'est des sources de base. Je peux dire, on ne peut pas aller en tout en même temps. Mais nous pouvons aller sur nos points forts. Si nous avons les mers, les océans qui traversent le continent africain, le déficit de transformation de l'énergie en eau permet aux autres d'user de nos eaux. Nous ne pouvons pas toujours, si à partir du moment où nous transformons notre espace maritime, nos sources d'eau, nos rivières, nos lagunes, à c'est certes des sources naturelles, mais nous pouvons les rendre comme moyen de production, soit d'énergie, soit de nutritifs, et cela va nous générer des revenus. Et de ces revenus, nous allons bâtir des infrastructures. Une Afrique forte et développée. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la période 2016-2025 comme la 3e décennie du développement industriel pour l'Afrique. Que peut-on espérer? Oui, vous voyez, vous touchez des points qui, moi, m'amènent à réfléchir parce que nous venons de sortir d'une période
où on a parlé du millénaire pour le développement. Ouais, voilà. Tout ça, quand vous regardez ces objectifs-là, on n'a pas eu un bilan. Maintenant, on saute à une période qu'on développe auprès des Nations Unies avec un autre slogan. Et si vous regardez bien, l'Afrique a vécu de ces slogans, et aucun de ces slogans n'a eu un point définitif. Donc ce ne sont que des slogans selon vous? Moi je le classe sur le plan des slogans et je me dis, voilà des choses où nous n'en avons plus besoin. Ces slogans, et il n'y a pas un contenu dedans. Ce n'est qu'un slogan. Et lorsqu'on va s'y arrimer... Ce n'est pas peut-être une motivation? Mais, madame, une motivation est toujours liée à une volonté ou bien à une capacité. Je ne vais pas utiliser, j'adore le mot capacité. À une capacité de transformer ce que vous avez comme idée en quelque chose de palpable. Lorsqu'on sort un slogan après les objectifs du millénaire pour le développement, après on me sort un autre slogan, attends, est-ce qu'il y a même une cellule qui est mise en place pour pouvoir générer dans ce slogan des ingénieurs, des outils? Il n'y en a pas. Ça va être utilisé comme slogan, on va utiliser pour des campagnes, et après on va faire des t-shirts, on va faire des voitures, et après ça va disparaître. Il y aura encore un autre slogan en 2020, et il y a même des slogans déjà en 2060. Et on sait que toutes ces successions de slogans, ça n'a pas été productif pour le continent africain. Et aujourd'hui, l'Africain sait déjà ce qui est bon pour lui. Cet envoi des slogans, nous n'en avons plus besoin. Je pense que nous avons cette compétence aujourd'hui de miser sur des choses dont on a besoin. On a besoin de sortir de notre cadre de pauvreté, on a besoin d'être bien formé, on a besoin d'être producteur de ce que nous-mêmes nous avons comme ressource première. Notre bois est produit dans des pays et retourné ici comme meuble que nous achetons à des millions. Merci d'être passé sur ce plateau, Martin Petit-Messi. Vous êtes le PDG de WANAM International. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. L'actualité continue sur votre chaîne.